Bienvenue pour cette deuxième partie du webinaire consacré à la levée de fonds. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux startups à impact. Voilà, c'est notre intervenant Emir Berkham de Mabé Finance qui va vous donner un peu plus d'éléments sur la thématique. Avant de lui laisser la parole, je voulais juste vous rappeler que vos micros et caméras sont coupés. Et que si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. On prendra 10-15 minutes en fin d'intervention pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Émir, je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup, Kevin. Ravi d'être avec vous tous aujourd'hui. Merci à toi, Kevin, et à Vitagora de me laisser l'opportunité de parler de trois sujets qui nous sont chers chez Mabé Finance, à savoir la levée de fonds, la foodtech et l'impact. Donc, trois beaux sujets qui seront liés dans ce webinaire. Ce webinaire a été pensé pour vous donner vraiment des clés de lecture pour décrypter le monde très particulier de la levée de fonds, dont les fondamentaux d'ailleurs ont été posés de manière remarquable par mon confrère Didier Bernard de Rainmakers, qui est peut-être d'ailleurs connecté. Mais l'idée cette fois-ci, c'est de se poser les questions des spécificités auxquelles s'attendre quand on est une startup foodtech qui plus est impact. Et en filigrane de ça, c'est la thématique du webinaire également. Pourquoi et comment un leveur de fonds peut vous être utile dans ce contexte-là. Donc, je vais vous évoquer l'agenda qui a été pensé en sablier, je dirais, en nous présentant qui sommes-nous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet-là, qui je suis moi personnellement, pour vous parler de ces sujets de levée de fonds de foodtech à impact. Puis ensuite, on rentrera un peu plus dans le concret. De quoi on parle quand on est une startup foodtech à impact? Quelles sont les typologies d'investisseurs que vous allez retrouver sur ce segment? Et il y en a un paquet, comme vous allez le voir. Quelles spécificités ont ces investisseurs quand ils vont analyser un projet foodtech à impact? Mais vous le savez bien, la levée de fonds n'est que le début d'une histoire. Et donc, la question qu'on se posera aussi, c'est quel va être le rôle que va jouer l'investisseur une fois qu'il a investi dans la société post-investissement? Et enfin, on ouvrira du coup le sujet, c'est aussi l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner quelques retours sur ce qu'on a pu percevoir des investisseurs, notamment sur des tendances plutôt qui décroissent de leur côté ou des tendances au contraire qui montent dans leur appétit et leur intérêt. Donc Mabé Finance, qui je suis pour vous parler de ça? Donc Mabé Finance est un des seuls cabinets aujourd'hui spécialisés dans la levée de fonds pour les startups à impact positif sur l'environnement et la société. Donc, nous accompagnons les dirigeants et les dirigeantes d'entreprises à impact. On va y revenir évidemment sur cette définition, mais peut-être vous dire un tout petit mot déjà tout de suite. Les startups à impact, c'est une startup qui va mettre l'impact au cœur de son modèle d'affaires, au cœur de son business model. Et donc, c'est ce genre de société qu'on va aller accompagner, qui vont être des sociétés qui vont lever des fonds sur des tours à partir de 1 million d'euros jusqu'à 10 millions d'euros. Donc, c'est vraiment sur ce segment de levée de fonds qu'on sera le plus pertinent. Et quand je vous parlais d'impact, le business model impact au cœur du modèle d'affaires, ça implique un certain nombre de secteurs d'activité, l'énergie, l'économie circulaire et les déchets, la dépollution de l'eau, mais évidemment l'alimentation et l'agriculture durable sont au cœur de notre thèse d'accompagnement. Et ce qu'il faut également savoir côté Mabé Finance, c'est que nous accompagnons sur le sujet de la levée de fonds, qui est le sujet cœur aujourd'hui, mais nous accompagnons également des sociétés dans le cadre de leur cession auprès d'acteurs industriels. Et qui sommes-nous? Donc, Mabé Finance, c'est deux personnes aujourd'hui, Pierre-Louis Martini et moi-même, qui avons tous les deux une expérience assez longue dans le domaine de l'investissement, puisqu'on a été côté investisseur, on a été côté entrepreneur, on a également été côté intermédiaire, et notamment dans une société qui s'appelle Early Metrics, on a travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années. On a pu, dans le cadre de l'activité d'Early Metrics, noter, évaluer un très très grand nombre de sociétés avant investissement ou avant collaboration pour le compte d'investisseurs, mais aussi de corporate, et en l'occurrence de corporate dans le domaine de la food comme Soufflé, Bell, Moët Hennessy, ou des acteurs de l'agroalimentaire et de la distribution comme les Mousquetaires, Carrefour ou Auchan. Ce qui nous a amené à travailler, comme vous l'avez compris, sur un très très grand nombre de sujets food tech, et c'est pourquoi je vous parle de ces sujets-là aujourd'hui. Les startups foodtech impact. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de ces deux termes accolés? Alors là-dessus, je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose. Le prisme que j'ai pris, c'est de prendre le prisme des investisseurs.
c'est la catégorisation que vont avoir les investisseurs quand ils vont parler de foodtech. Et d'ailleurs, un choix qu'on fait également aujourd'hui, certains vont parler d'agritech pour toutes les solutions amont qui vont être proches de l'agriculteur, et d'autres qui vont appeler foodtech tout ce qui va être proche plutôt du consommateur. Et donc certains, pour appeler tout cet écosystème, vont appeler ça l'agro-foodtech, l'agri-foodtech, pour des raisons de simplicité, et c'est d'ailleurs le terme qui commence à être de plus en plus communément admis. On va parler de foodtech pour l'ensemble du spectre, donc que ce soit l'amont et l'aval. À ce titre-là, 6 catégories qui émergent côté investisseurs et dans leur façon de catégoriser ces sociétés. Vous allez avoir l'agtech dans un premier temps, donc le nom l'indique bien, ça va être tout ce qui est autour de l'agriculture innovante, et solutions autour de l'agriculture innovante. La food science, certains vont peut-être s'y retrouver, ici fait référence aux innovations plutôt dans les nouveaux ingrédients ou les nouveaux produits alimentaires. Vous allez avoir également les food services, donc là c'est toutes les innovations qui vont être plutôt liées aux services de restauration. Et puis les 3 d'en bas, la consumer tech, donc là services et outils vraiment destinés aux consommateurs. Le sujet de delivery, donc tout ce qui va être livraison de courses, produits pour les livreurs, box, les kits de repas ou la livraison de restaurants. Et le dernier point, c'est la supply chain, qui porte bien son nom, donc toutes les innovations qui vont être autour de l'approvisionnement ou de l'achat de matières premières. Voilà, avec ces 6 catégories, a priori, on a une vision relativement complète du monde de la food tech. Là, ça va devenir un peu plus intéressant, c'est quand on va vouloir intégrer le sujet de l'impact dans tout ça. Donc peut-être avant de parler de food tech et impact, déjà, l'impact, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un terme, comme on pouvait l'avoir à l'époque sur la RSE, où c'était parfois un peu tout et n'importe quoi, et donc il a fallu apporter un cadre à ce terme qui est l'impact. Donc peut-être prenons d'abord le prisme de l'institution de référence qui est le mouvement Impact France, qui est vraiment l'association des représentants, de représentation des acteurs du monde de l'impact, et la façon qu'a le mouvement Impact France de catégoriser les entreprises à impact. Vous voyez que l'entreprise impact, c'est celle qui est tout en haut de la pyramide, et donc on peut prendre un exemple, c'est-à-dire que l'impact n'est pas la RSE. Le triptyque, en l'occurrence, du mouvement Impact France qui va permettre de différencier ça, c'est est-ce que la société a une stratégie impact positif, c'est-à-dire est-ce qu'elle met l'impact au cœur de son activité et de son business model, et donc est-ce que 1 euro de plus de chiffre d'affaires implique un indicateur en plus d'impact? Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est est-ce qu'il y a un partage du pouvoir et de la valeur au sein de la société? Et le troisième point, c'est la limitation des externalités négatives. Peut-être si on prend juste l'exemple de l'entreprise RSE et de l'entreprise à impact, l'entreprise qui met en place une stratégie RSE, elle va nécessairement limiter ses externalités négatives. C'est l'objectif de sa stratégie RSE. Par contre, elle n'a pas nécessairement inscrit dans ses statuts un partage du pouvoir et de la valeur. Donc, partage du pouvoir, c'est de la transparence dans les décisions, dans la gouvernance, dans la promotion de la parité. Et quand il s'agit plutôt du partage de la valeur, c'est plutôt une stratégie financière qu'on va qualifier d'éthique, des pratiques de gestion équitables, transparentes. Ça, l'entreprise RSE n'est pas obligée de le faire. Tout comme elle n'est pas obligée d'avoir au cœur de son activité le sujet de l'impact, et donc l'impact positif sur l'environnement et la société. Donc c'est vraiment la grosse différence. L'entreprise à impact, elle, coche ces 3 cases de ce triptyque-là. Ça, c'était la vision vraiment du référentiel Mouvement Impact France. Si on se place maintenant plutôt du point de vue de l'investisseur, puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le monde de l'impact investing est basé sur un autre triptyque, en fait, 3 autres critères. Un premier critère qui va être l'intentionnalité. Donc, l'investisseur doit rechercher explicitement un impact social ou environnemental positif. L'investisseur va également respecter le critère d'additionnalité, c'est-à-dire que l'investissement qu'il va apporter aux sociétés dans lesquelles il investit va apporter une addition que l'entrepreneur n'aurait pas pu avoir par ailleurs. Donc, évidemment, qu'il n'aurait pas pu avoir grâce aux subventions étatiques. Et le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est la mesurabilité. L'investisseur va devoir mesurer son impact via la mise en place d'objectifs sociaux, environnementaux, un suivi de ses résultats, etc. Très important de se placer du point de vue de l'investisseur et de ses obligations, puisque c'est en cascade les 3 éléments qu'il va demander également aux entrepreneurs dans lesquels la société d'investissement va investir. Et un autre point, toujours du point de vue des investisseurs, qui est intéressant et qui va agir également comme une boussole, c'est évidemment les objectifs de développement durable de l'ONU, que vous connaissez, j'imagine,
qui vont permettre d'amener un peu plus de catégorisation, un peu plus de concret dans des éléments qui, dans l'impact, peuvent parfois être un peu théoriques et sujets à des débats. Mais je vous rassure, même en étant catégorisé grâce à ces ODD, il y a toujours des débats de toute façon sur impact ou non. Ça, c'est un vrai point à avoir en tête, et ça, c'est le quotidien des investisseurs impact. Et maintenant, si on fait le lien, on a parlé de la food tech, on a parlé de l'impact, côté investisseur et côté mouvement Impact France. L'impact et la food tech, c'est lié par nature, de toute façon, puisque l'agriculture et l'alimentation ont un impact sur l'environnement. Donc, vous le savez, hein, le système alimentaire aujourd'hui est celui qui pollue le plus au monde, en tout cas avec la plus grande empreinte environnementale, quasiment 30% des gaz à effet de serre, 70% de l'utilisation d'eau et 50% d'utilisation des terres habitables, et évidemment plus de 100 000 milliards d'animaux qui sont utilisés par an pour les besoins de l'alimentation. L'impact est également non seulement sur l'environnement, mais sur les hommes et la santé, enfin les hommes et les femmes et la santé. Évidemment, tous les sujets autour de la résistance antibiotique, des pandémies, mais également tous les millions de morts prématurées du fait de mauvais régimes alimentaires qui vont causer maladies cardiovasculaires, IMC élevé, diabète et autres, causant toutes ces morts prématurées. Donc, de par l'impact qu'il a sur l'environnement et la santé, la food tech va forcément avoir un lien très fort avec les sujets d'impact. L'impact est également intégré dans le changement de paradigme qui est lié à l'alimentation. Jusqu'au fin du siècle dernier, l'objectif du système alimentaire mondial était de nourrir les individus avec assez de calories. On avait 50% de sous-alimentation dans le monde. On a aujourd'hui peu ou prou réussi à éradiquer ça. En tout cas, la sous-alimentation ne représente que 10% de la population mondiale. Évidemment, il reste encore à faire, mais on peut considérer que de gros efforts ont été faits avec des résultats. Le paradigme actuel, et c'est là où on voit encore plus le lien avec l'impact, c'est de garantir que le système alimentaire soit durable sur le plan environnemental et qu'il ait un impact positif sur la santé humaine. Donc, dans la définition même de ce paradigme, on retrouve l'impact. Et là où on fait le lien avec la levée de fonds, c'est ce que j'écris ici, c'est que évidemment la politique, l'information, la meilleure éducation vont avoir un rôle à jouer dans la réussite et le succès de ce nouveau paradigme, mais la technologie et l'innovation, même si elles ne constituent pas une réponse complète, vont faire partie de la réponse et de la conduite du changement lié à ce nouveau paradigme. C'est pourquoi, ce que j'explique en conclusion finalement de ce que je vous raconte là, c'est de plus en plus, et c'était déjà le cas avant, et ils reviennent encore de plus en plus, les investisseurs à impact se concentrent sur ce sujet de la food tech, et pourquoi food tech rime souvent avec impact. Et un dernier point, on a parlé des ODD, des objectifs de développement durable. Quel rapport en fait entre la food tech et les objectifs de développement durable? Vous en avez trois ODD qui peuvent être liés à la food tech. Le premier, il est assez clair, hein, c'est la consommation et production responsable. Vous allez retrouver ici évidemment tous les sujets autour de l'agriculture, tous les sujets autour de la food science, puisque produire de meilleures calories avec moins de terre, moins d'eau, dans des pays ou dans les zones arides pourront produire mieux avec moins, forcément, ça a un impact positif, tant sur l'environnement que sur les sociétés. Et puis, le sujet du gaspillage alimentaire, qui est également un vrai sujet de la consommation responsable. Vous connaissez évidemment l'exemple ultime qui est Too Good To Go. Deuxième ODD qu'on peut lier également, qui permet de lier food tech et impact, c'est bonne santé et bien-être. Là, on va retrouver plutôt les startups qui vont être autour des applications, notamment d'information auprès des consommateurs. Donc, vous connaissez Yuka, évidemment. Et le dernier point, c'est aussi assez évident, c'est fin zéro. Ce qu'on appelle fin zéro, c'est tout ce qui est autour du zéro déchet, zéro émission. Et là, on va retrouver des sociétés comme Vplush, qui est une société d'économie circulaire, qui va récupérer les déchets alimentaires et les déchets verts pour les transformer en terreau écologique, enrichi en compost. On est bien dans la thématique là. Ou une autre société comme Drinkdong, qui, elle, va être plutôt dans le domaine de la distribution de boissons consignées, et donc qui va réduire l'utilisation du plastique dans la consommation de boissons. Petite conclusion de tout ça, c'est donc, si vous voulez sauver le monde, finalement, vous êtes plutôt bien placé aujourd'hui si vous êtes dans la food tech. Et donc, c'est des sujets qui vont être éminemment impact. Maintenant que le cadre est posé, qu'on voit très bien le lien entre food tech et impact, en raccrochant maintenant le wagon de la levée de fonds, et donc notamment le qui, donc c'est-à-dire qui sont les investisseurs que vous allez croiser dans votre processus de levée de fonds. Petit préambule, avant de vous expliquer cela,
Vous allez avoir des investisseurs pour chaque moment de la vie de l'entreprise et qui vont avoir un tas de caractéristiques différentes. Ici, le choix qui a été fait, c'est un choix d'être pragmatique pour vous et donc de catégoriser ces investisseurs-là en fonction du ticket moyen qu'ils vont pouvoir investir et du niveau de tour qu'ils vont financer d'un côté et les délais d'instruction auxquels vous attendre avec ce type d'investisseur. Autre point important à avoir en tête, ce n'est pas parce que vous êtes une startup impact dans la food que les investisseurs de votre société ne vont être que des investisseurs impact. Et encore heureux. Sinon, ce serait un peu trop restrictif. Donc, nous allons montrer ici des investisseurs qui peuvent être parfois génériques. Hein, ça peut être une slide qui peut être présentée dans un tas d'autres segments, d'activité. Néanmoins, l'idée, ce sera toujours de vous commenter, de vous donner des exemples spécifiquement liés à la foodtech et à l'impact. Donc, vous avez eu le temps, pendant que je vous parlais, de regarder les différentes catégories. Ce que je vous propose peut-être, c'est de rentrer dans chacune d'entre elles et de vous donner les spécificités de chacune d'entre elles. Donc, peut-être en débutant au tout début du chemin, donc ça va être des tickets moyens très faibles, comme vous l'avez compris, et des délais d'instruction assez rapides. On est vraiment au début de la vie de l'entreprise, et en général, les premiers investisseurs, c'est la love money, donc c'est les amis, la famille. On est dans ce qu'on appelle l'ultra-amorçage. Vous allez, avec cet argent, permettre de démarrer les premiers éléments de la société, et c'est également ça qui va vous permettre d'avoir un peu plus de capital que le capital que vous avez mis vous-même pour aller chercher et faire levier et aller avoir assez de fonds propres pour aller chercher des subventions, de la dette, tout ce qu'on appelle le non dilutif et qui permettra d'avoir encore plus de capital pour avancer dans votre société. Évidemment, à ce stade-là, on est sur un investissement très risqué, donc on est tout au début, tout simplement parce que les investisseurs qui sont vos amis ou votre famille n'ont pas forcément beaucoup d'autres choses, d'autres éléments à se mettre sous la dent que l'équipe et l'innovation que vous apportez dans le domaine que vous adressez. Donc un investissement très risqué. Et on rentre un peu dans la technique, mais en général, la façon dont vous rentrez ces investisseurs, soit ils vont rentrer en direct, donc avec une contrepartie avec des actions de la société, soit de plus en plus, on a des modalités qui évoluent, et notamment le sujet du BSAR auquel vous allez peut-être déjà, enfin vous allez être confronté, vous avez déjà été confronté, le BSAR qui est le fait d'acheter une option qu'on peut exercer au moment d'un fait générateur, donc d'une levée de fonds ultérieure, ce qui permet d'avoir rapidement le cash qui rentre dans la société. Les tickets moyens, en l'occurrence, sont assez faibles, 0 à 50 000 euros, sauf si on a des amis ou une famille extrêmement riche, ce qui peut aider. À partir des club deals, on commence à vraiment avoir affaire à des gens professionnels. Ce qui veut dire que, qui dit professionnel, on va aussi avoir à partir des club deals des gens qui vont être de plus en plus spécialisés parfois sur la food tech et sur l'impact. Les club deals, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment du fait des différents exits du monde de la tech qui ont permis à des individus d'avoir un certain capital qu'ils souhaitent redistribuer au monde de la tech. Et donc, pour ça, ils vont se regrouper entre personnes individuelles, mettre l'argent en commun pour investir comme un fonds, vraiment comme un fonds VC, avec une instruction, etc., avec l'argent qui est mis en commun. Et non pas, on y reviendra plus tard, avec une volonté de mettre chacun dans une société. Là, vraiment, l'argent est mis en commun dans le fonds pour investir dans des sociétés différentes. La décision est plutôt rapide par rapport à d'autres, tout simplement parce que ces club deals sont en général ce qu'on appelle followers. Donc, ils se basent sur une instruction qui a été faite par d'autres, qui peuvent être des fonds VC, des réseaux de business angels, en tout cas une instruction, une négociation sur la valorisation, sur les aspects juridiques qui ont été faites par d'autres, ce qui permet en général d'avoir une décision assez rapide. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a une spécialisation de plus en plus forte sur des club deals, parfois de regroupement de personnes individuelles spécialisées dans un secteur donné, qui vont permettre d'avoir, je dirais, un œil encore plus fin et qui vont faciliter le sourcing et les effets d'apprentissage sur ces investissements-là. Les tickets moyens sont un peu plus élevés. On remarque que les tickets sont en général entre 50 et 300 000 euros. Donc, c'est en général ce qui va arriver après la love money. J'ai pris ici l'exemple d'Asterion, qui est un des club deals les plus reconnus aujourd'hui dans le monde de l'impact et qui fait justement appel à toute une communauté uniquement sur de l'investissement de start-up à impact et donc y compris sur l'alimentation et l'agriculture durable. Parfois, de manière, je dirais, en miroir des club deals, vous avez les réseaux de business angels. Vous en avez d'ailleurs peut-être déjà entendu parler. On assiste depuis plusieurs années maintenant à une véritable professionnalisation de ce métier-là. On n'est plus vraiment business angel tout seul aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on préfère se raccrocher à un réseau de business angel en fonction
de son affinité, et ça peut être une affinité au niveau du secteur d'activité, une affinité au niveau du secteur géographique, ou tout simplement en fonction, par exemple, de son ancienne école. C'est des choses qui existent de plus en plus, et c'est ce qui permet d'accéder à des levées de fonds plus importantes que si on allait investir seul en tant que business angel. Ici, on est de plus en plus structuré comme un fonds aussi, à quelques différences près. On est comme un fonds parce qu'on a une équipe en interne qui est détachée pour superviser l'instruction et avancer dans l'analyse de la société. Néanmoins, la collecte de fonds, elle va être individuelle. C'est-à-dire que l'équipe va instruire, elle va présenter ensuite le dossier et l'instruction aux dizaines ou centaines de business angels, et chacun va décider d'y aller ou non, à la différence du club deal où tout a été mis en commun et on décide d'investir ensemble dans toutes les startups. Les délais sont assez longs, il faut l'avoir en tête. Le temps de l'instruction plus le temps de la collecte qui vont prendre pas mal de temps. Donc, on parle ici de 3 à 4 mois entre le moment de la première discussion et le financement. Mais ça va de plus en plus vite. En tout cas, ils font l'effort d'aller de plus en plus vite. Aussi par la structure d'investissement dans laquelle ils vont opérer, donc parfois encore en direct, hein, mais de plus en plus, on se structure avec ce qu'on appelle des SPV, donc des Special Purpose Vehicles, qui sont des véhicules juridiques ou qui vont investir les montants du coup collectés de manière individuelle dans un seul et même véhicule pour ne plus faire qu'une ligne dans le capital de la société investie. Les tickets moyens ici, en général, sauf exception, sont de 150 à 500 000 euros. Et vous avez, pour faire le lien avec notre sujet, des réseaux de business angels qui vont regarder de près les sujets amont, notamment Agri Angels, ou de manière plus large, Impact Business Angel, qui vont regarder les sujets impact et qui, en l'occurrence, regardent beaucoup les sujets food, comme leur portefeuille peut en témoigner. Les plus connus, si on avance un petit peu dans la société, dans son besoin de financement, les VC, hein, c'est la typologie d'investisseurs peut-être la plus connue. Ce qu'on appelle les LP, c'est les investisseurs dans les VC. Là, on va avoir plutôt des institutionnels, des grandes familles, des corporates. Et ce qu'on appelle les GPs, General Partners, c'est l'équipe de gestion. Donc, c'est vraiment les personnes qui vont instruire les dossiers, investir proprement dans les startups au bénéfice des LPs. Et donc, les GPs rendent des comptes aux LPs, donc aux Limited Partners. Donc ici, on a vraiment beaucoup de typologies de VC en fonction du niveau de développement. Il y en a qui vont aller vraiment du pré-amorçage jusqu'à la série A, série B, série C. Hein, et on va avoir également, au-delà de la catégorisation en fonction de la maturité de la startup, on va avoir également une catégorisation aussi thématique. On va avoir des investisseurs qui vont plutôt être régionaux, donc ils vont investir que dans des sociétés localisées dans une certaine typologie de région. On va avoir des investisseurs impact. On y reviendra par la suite hein, sur ce que ça veut dire, mais plus globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est des fonds qui vont respecter une certaine réglementation qu'on appelle article 9, donc c'est au niveau de la taxonomie européenne. Donc c'est eux qui vont avoir, je dirais, les vrais investissements autour de l'impact et qui vont ne faire que ça. Et évidemment, le sujet du food, de la food, comme je vous le disais tout à l'heure, font partie éminente de leur thèse d'investissement. Mais on y reviendra un peu plus tard. Et là où je voulais également m'arrêter un peu, c'est des investisseurs VC qui vont être généralistes, donc qui vont regarder un tas de sujets divers et variés, et de plus en plus des VC qui vont être spécialisés, et parfois des sujets, des spécialisations autour de la food, et au-delà même de la food, qui vont être parfois spécialisés plutôt amont, parfois spécialisés plutôt aval. Et là, en l'occurrence, vous allez avoir affaire à des interlocuteurs qui sont plutôt experts du domaine étudié et qui vont être du coup de plus en plus attentifs à la tech que vous apportez, aux barrières à l'entrée que vous avez pu ériger et aux spécificités de votre secteur et de votre marché. Vous allez avoir deux types de VC. Vous allez avoir des VC qui vont prendre le lead, prendre vraiment la main sur l'investissement et qui vont instruire avec vous et qui vont établir la valorisation avec vous. Et d'autres qui vont être plutôt suiveurs, followers, et qui vont se raccrocher à cette instruction qui a été faite par le leader. Les tickets sont vraiment variables. Vous allez avoir des tickets qui peuvent aller de 200 000 euros pour les plus petits VC à 5 millions d'euros pour les plus gros VC qui vont investir dans des séries A, séries B. Je vous ai mis quelques exemples. Akiti, qui est un fonds plutôt régional, plutôt de l'Est, hein, de la Nouvelle-Aquitaine. Afi Ventures, qui est un des fonds impact les plus renommés en France. Capagro, qui est un fonds d'investissement VC assez late stage, plutôt sur les sujets food. Et Supernova Invest, on n'en a pas parlé, mais qui est un sujet deep tech, qui vont plutôt regarder les sujets food science qu'on a pu évoquer rapidement tout à l'heure.
Rapidement, les family office, c'est peut-être un nom que vous voyez de plus en plus. Ici, c'est des structures d'investissement gérées par des familles, des individus fortunés qui vont investir dans de très diverses classes d'actifs pour mitiger et diluer le risque. Et donc, les startups sont de plus en plus une classe d'actifs qui le regardent. Ici, ils vont avoir un investissement qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit, puisqu'ils ne rendent de compte qu'à eux-mêmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle du capital patient, puisqu'il n'y a pas d'obligation à sortir à 5 ans ou à 6 ans, comme le demandent les LPs dans les VC. L'avantage, c'est qu'ils peuvent apporter une culture industrielle thématique forte en fonction de l'origine de leur fortune. Et ils vont avoir de plus en plus d'importance aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que les VC aujourd'hui sont parfois confrontés à une raréfaction de capital provenant des LPs qui se détournent parfois du monde des startups. Et donc, ces family office qui n'ont de compte à rendre à personne prennent de plus en plus de place dans l'investissement venture. Sur les tickets, on est à peu près sensiblement la même chose on est sur sensiblement la même chose que les VC. Et je vous ai mis l'exemple de Creadev, qui regarde beaucoup également les sujets amont dans la food et qui est un des family office de la famille Mullier. Un dernier investisseur qui n'est pas le moindre, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est les corporate ventures. Donc les corporate ventures, c'est vraiment les grands groupes qui veulent investir de manière minoritaire dans des startups, donc pas l'objectif d'acquérir la startup, peut-être un objectif à long terme, mais l'objectif ici, c'est d'être un investisseur minoritaire, comme un fonds. Pareil, ils n'ont de compte à rendre à personne d'autre qu'à eux-mêmes, donc ils sont evergreen, donc c'est ce fameux capital patient. La vraie différence ici, c'est que c'est assez rare d'aller chercher un investissement chez un corporate venture quand on démarre sa société. Ils vont plutôt rechercher des sociétés matures, puisqu'ils vont chercher, en parallèle d'un investissement financier et donc d'un retour financier, ils vont également chercher des synergies assez fortes en termes business avec la société, d'où le fait d'avoir déjà une société qui a éprouvé son business model, sa technologie, et qui peut permettre d'être à l'avantage du corporate investisseur. Du fait de ces synergies recherchées, le temps d'instruction peut être très long. Il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, c'est des choses qui peuvent démarrer parfois un tour, voire 2 tours avant la volonté d'avoir un corporate venture au capital. Et ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que ça peut parfois être considéré comme risqué. En tout cas, ça pose des vraies questions stratégiques. Donc, il faut le faire en connaissance de cause, puisque vous pouvez, parfois, vous poser la question, ou d'autres investisseurs peuvent se poser la question d'un impact négatif potentiel sur le business, d'avoir un investisseur corporate au capital. Est-ce que avoir Auchan à son capital peut être néfaste pour mon business avec Carrefour ou les mousquetaires? Voilà, c'est ce genre de questions stratégiques qu'il faut se poser avant d'avoir un corporate venture au capital, mais il y a également bien d'autres avantages, comme vous l'avez compris. Je vous ai donné l'exemple là de Pernod Ricard avec Convivialité Ventures et Danone avec Manifesto Ventures, qui sont des investisseurs très actifs dans le monde du venture. Voilà sur les typologies d'investisseurs auxquels vous vous confronterez dans votre parcours du combattant de la levée de fonds. Le point que vous voyez ici en filigrane, c'est qu'il y a une vraie jungle. Il y a tout un travail de ciblage des investisseurs à réaliser et gérer les demandes et les timings différents de chacun. C'est concrètement ce qu'on fait quand on est leveur de fonds, et c'est pourquoi que le leveur de fonds peut avoir un vrai rôle à jouer pertinent dans le fait de vous accompagner sur ce levée de fonds, et dans les différentes interactions que vous allez avoir avec les investisseurs. Une fois qu'on a ciblé les investisseurs, maintenant la question c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont regarder dans ma société, et puis une fois qu'ils ont investi, comment je vais vivre avec eux. Donc, d'abord, les spécificités pendant l'instruction des projets. Donc le premier point, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette fameuse intentionnalité qu'ils recherchent pour eux-mêmes et qu'ils vont du coup rechercher également dans les startups dans lesquelles ils vont investir. Tout ça dans le but de lutter contre ce qu'on appelle le greenwashing que vous connaissez, mais de plus en plus dans l'impact washing. On a de plus en plus de sociétés qui prétendent être à impact et qui ne le sont pas vraiment. Donc l'intentionnalité, voyez-le comme vraiment le premier filtre des investisseurs quand vous allez envoyer votre deck, et qui vont regarder avant même de rentrer dans le deck et dans les slides. Ils vont se poser la question, est-ce que cette société a mis l'impact au cœur de sa proposition de valeur? Est-ce que le dirigeant est intègre dans sa recherche d'impact? Voilà, c'est ce genre de questions que l'investisseur va se poser. Donc, c'est vraiment le premier filtre. Ensuite, au deuxième point, c'est un point que vous avez retrouvé d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les investisseurs impact, ça reste des investisseurs. Donc, ce qu'ils vont vouloir regarder, c'est la croissance de la société, la rentabilité, les marges. Est-ce que la société est pérenne, puisqu'il n'y a pas d'impact pérenne si la société ne l'est pas également. Donc, ce sont évidemment des investisseurs qui vont regarder ces sujets-là comme tout autre investisseur. Et le dernier point qui est important également dans leur analyse,
c'est cette fameuse mesure d'impact, hein, vous vous souvenez, on en a parlé, donc, et cette importance des indicateurs. C'est ce que leur demande leur LPs. C'est également quelque chose qui va jouer un rôle majeur dans la communication au public du caractère à impact et également avoir un impact dans le nerf de la guerre pour les investisseurs, qui est leur propre rémunération. J'y reviendrai juste un peu plus tard. Mais en tout cas, ayez en tête que cette définition des indicateurs d'impact va passer parfois par des ateliers de travail pendant l'instruction même et qui va être poursuivi une fois l'investissement réalisé. Avant de parler de la cohabitation avec un investisseur impact au capital, pour résumer, et c'est aussi pour ça que ces blocs ont été mis dans cet ordre-là, il faut juste que vous ayez en tête que plus vous êtes jeune, plus vous êtes une société jeune dans votre développement, plus c'est l'intentionnalité que les investisseurs impact vont regarder et qui va compter dans leur vision. Plus vous allez être mature, plus ça va être évidemment les indicateurs business, mais la mesure d'indicateurs impact qui va être importante à leurs yeux. Je voulais vous donner un exemple pour matérialiser et symboliser un peu tout ça. Il s'avère qu'on travaille avec une société, qui est dans le domaine de la distribution de boissons consignées. Hein, j'évoquais tout à l'heure cet exemple. De par son business, elle a une proposition de valeur résolument tournée vers l'impact, puisqu'elle est au fondement même de la réduction de la consommation de plastique dans le cadre de la consommation de boissons. L'entrepreneur a fait une étude marketing consommateur pour savoir quels étaient les leviers d'achat vis-à-vis de sa population cible. Il s'avère que les retours ont été assez clairs. Il y avait une partie des consommateurs qui mettaient l'impact au cœur de leur décision de consommer la consigne, et l'autre partie qui n'était pas du tout sur des sujets d'impact, qui était plutôt et qui mettait en avant plutôt la facilité du service d'avoir un livreur qui venait chez soi et qui reprenait les bouteilles vides. Puisque vous savez que la boisson est peut-être l'aliment, en tout cas l'achat le plus pénible aujourd'hui quand on fait ses courses du fait de son poids. Donc, une partie impact, une partie facilité du service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour atteindre la cible, c'est important d'avoir un impact réel, mais il fallait également construire un service exceptionnel. Et si on tire encore un peu la pelote, on se rend compte que pour avoir de l'impact à l'échelle, il faut aussi avoir un modèle qui permet de servir des gens qui ne sont pas forcément convaincus par l'impact. L'idée, pour grandir, ce n'est pas uniquement d'aller servir des gens convaincus, mais c'est aussi d'aller servir des gens convaincus par une autre caractéristique de votre business. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on est capable de construire une société à impact à l'échelle. Voilà pour l'instruction. Et donc, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont investi, vous avez célébré, vous avez bu le champagne. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. La levée de fonds n'est absolument pas un aboutissement, c'est le début d'une histoire. Et donc, qu'est-ce que c'est de vivre avec un investisseur au capital, d'avoir ce nouveau colocataire chez vous? Alors, peut-être que le premier point, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais les investisseurs restent des investisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est plutôt d'un point de vue positif. Ça veut dire que ces gens-là ont un réseau très important en termes de clients potentiels pour vous. Ils vont également vous aider à vous structurer financièrement. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les segments d'activité qui vont être pertinents toujours dans l'investissement impact. L'autre point sur lequel les investisseurs impact vont être extrêmement précautionneux et attentifs vis-à-vis de vous, c'est le sujet de la gouvernance. On en a parlé tout à l'heure. Le partage du pouvoir, de la valeur, c'est des choses qui vont vouloir que vous mettiez en place ou que vous continuez à développer au sein de votre société. Et parfois même, les investisseurs impact vont vous demander, pour eux-mêmes répondre à leurs obligations, de vous labelliser ESUS, Société à mission, Bicorp, voilà, tout autant de labels qui matérialisent et vous contraignent à avoir une gouvernance, je dirais, qui intègre ces notions de partage du pouvoir et de la valeur. Le troisième point, et c'est corrélé avec les indicateurs d'impact qu'on va aller chercher, notamment dans l'instruction, ces indicateurs d'impact, eux, vont servir à créer un business plan à impact qui va être le corollaire et un parallèle du business plan financier et qui va justement montrer comment l'euro en plus se traduit par un indicateur d'impact en plus. Donc ça va amener un suivi quotidien avec un outil de pilotage qui va être mis en place, etc. Et pourquoi on fait ce business plan impact? Vous parlez tout à l'heure du nerf de la guerre qui était la rémunération des investisseurs. Il faut savoir que votre société impact, vous allez avoir deux objectifs. Un objectif d'utilité, donc la mesure d'impact, un objectif de rentabilité, donc pour assurer la pérennité et donc la maximisation de l'impact, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, vous allez mettre ces deux objectifs en même temps.
L'investisseur à impact, lui, va mettre ces deux objectifs au cœur de son modèle de rémunération, donc au cœur de ce qu'on appelle le carried interest, qui est finalement le bonus, la plus-value qu'ils vont pouvoir générer quand ils revendent des sociétés. Il faut savoir qu'en général, tout ça, les investisseurs se le mettent à 100% dans la poche. Ce que vont faire les investisseurs impact, c'est qu'une partie, en général 50% de ces bonus, sera liée à la performance impact. Et si la performance impact n'est pas atteinte, eh bien, ce bonus est touché, évidemment, mais il sera directement reversé à des fondations qu'ils auront sélectionnées. Donc, vous voyez l'importance pour les investisseurs impact de suivre ces indicateurs avec vous au jour le jour, puisqu'on touche au nerf de la guerre qui est la rémunération. La conclusion par rapport à ça, notamment par rapport à ce que fait Nabe Finance et ce que fait un leveur de fonds, notamment spécialisé dans l'impact, c'est qu'on vous aide à prémâcher tout ce travail pour les investisseurs pour faciliter leur projection dans la vie au capital de votre société. Et pour terminer, c'est ce que je vous disais, c'était un agenda construit en sablier, donc on est rentré assez en détail. On ouvre maintenant sur les tendances, donc sur les retours qu'on a pu avoir des nombreux investisseurs avec qui on a pu discuter. Il faut savoir que de nombreux investisseurs généralistes se sont plantés dans l'agroalimentaire et ont boudé le secteur pendant un certain temps. Mais évidemment, avec l'augmentation actuelle des investissements dans des technologies climatiques, tous ces sujets autour du climat, l'intérêt pour les technologies agroalimentaires revient en force, puisque, on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas résoudre le changement climatique sans s'attaquer aux émissions du système alimentaire. Et voilà, donc ça c'est un premier point, mais il faut savoir que chat échaudé craint l'eau froide et que les investisseurs ont appris de leurs erreurs et de leurs échecs d'investissement par le passé. Et donc, ce qu'on voit émerger, c'est vraiment trois grands obstacles qui ont été mis en avant par les investisseurs qu'on rencontre, des obstacles technologiques, des obstacles réglementaires et des obstacles liés au comportement des consommateurs. Je vous donne un exemple. En ce qui concerne notamment les obstacles liés au comportement des consommateurs, les agriculteurs et les consommateurs vont tarder à s'adapter au changement alimentaire. D'une part, on va avoir un agriculteur avec de faibles marges et qui ne pourra pas se permettre de prendre de gros risques et qui va en général avoir 1 ou 2 saisons de croissance par an. Ça va être compliqué de le convaincre d'essayer de nouveaux outils ou de nouveaux produits. De l'autre côté, on va avoir des consommateurs qui vont être très fidèles à leur alimentation, qui vont rester assez accrochés à leurs habitudes et qui vont mettre généralement beaucoup de temps à changer d'habitude de consommation. Donc, en résumé, ce qu'ont identifié les investisseurs, c'est que pour une startup food, pour qu'une startup food réussisse, il faut beaucoup de temps. Et donc, qu'est-ce que ça implique de manière très concrète pour vous? C'est que pour avoir ce temps-là, il faut également multiplier et diversifier les sources de financement et donc intégrer également dans votre source de financement également ce qu'on appelait tout à l'heure du capital patient, que ce soit du family office, que ce soit également du non dilutif et pas uniquement avoir du capital un peu moins patient comme peuvent l'être les VC par exemple. Donc c'est ce panachage qui sera clé pour vous et les leveurs vous aident justement à pondérer tout cela et à diversifier vos sources. L'autre point qu'on a également identifié, c'est une assez forte spécialisation des investisseurs, avec une vraie polarisation amont pour certains et aval pour d'autres. Et ce n'est pas ici pour effrayer les startups B2C, mais on a également vu de plus en plus une polarisation de certains investisseurs plutôt sur des sujets B2B, échaudés par le nombre important de startups B2C et retail, et qui vont pas arrêter d'investir dans ces sociétés B2C, mais qui vont demander de plus en plus de garanties de solidité, comme un chiffre d'affaires important, une rentabilité ou un nombre de clients assez important. Donc, c'est vraiment les deux grandes évolutions qu'on voit émerger. Et pour terminer, ce qui est intéressant, c'est également de vous projeter sur les tendances aujourd'hui, les propositions de valeur qui ont déçu les investisseurs et celles, au contraire, qui les intéressent de plus en plus. Celles qui ont déçu les investisseurs et qu'on considère comme étant des segments un peu froids aujourd'hui, l'indoor farming, beaucoup de CAPEX, d'OPEX et une rentabilité qui était difficile à trouver. Le quick commerce pour les mêmes raisons, une difficulté de trouver son business model. Et les protéines alternatives, on a vu des millions et des millions voire des milliards parfois de levées de fonds qui n'ont pas aujourd'hui permis à ces sociétés-là de trouver leurs consommateurs en termes de goût, de prix ou de praticité. Donc ça, c'est le côté un peu négatif sur les sociétés qui déçoivent un peu plus aujourd'hui. Au contraire, et ce sera le dernier élément, les propositions de valeur qui intéressent plus aujourd'hui, elles sont liées au contexte actuel où on va chercher un peu plus de sociétés avec des fondamentaux qui vont chercher plutôt une rentabilité plutôt que la croissance. Et ici, on va retrouver des sociétés
dans la décarbonation du système alimentaire et les solutions de technologie climatique. Donc, vous avez vu quelques exemples. Les sujets autour de l'agriculture régénératrice. On voit aussi beaucoup de solutions de mesures météorologiques ou agronomiques qui vont également intégrer ce mot à la mode qui est l'intelligence artificielle, mais pour certaines, elle intègre, je dirais, réellement. Et d'autres sujets qu'on voit également émerger de manière assez fortement, la robotique, l'automatisation, notamment pour les agriculteurs, la nutrition personnalisée, ou tout ce qui est autour des matières premières alternatives, comme le chocolat et le café. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a éclairé sur les spécificités des levées de fonds quand on est une startup à impact. Les feux sont au vert hein, pour les startups à impact, je pense que vous l'avez compris, mais pas à n'importe quel prix. On va rechercher de la solidité, de la rentabilité. Et si vous y ajoutez en plus le côté foodtech, ça rend les choses un peu plus complexes, puisque voilà, ça va demander un réseau, une expertise, une pugnacité et du temps. Et c'est ce temps que Mabé Finance peut vous apporter afin que vous puissiez vous concentrer sur les éléments de business de votre société et plus généralement ce qu'un leveur de fonds peut apporter sur des sujets aussi spécifiques que l'impact et la foodtech. Voilà, merci beaucoup pour votre question. J'étais un peu plus long que prévu, mais je ne sais pas, Kevin, s'il y a des questions, mais en tout cas, vous avez mes contacts ici sur cette slide. Merci Émir. Alors, on n'a pas de questions pour le moment, donc profitez-en. Hein, je le répète, passez par le chat si vous avez des questions pour Émir. Moi, j'en ai une. S'il fallait, quand on est une start-up à impact, s'il fallait retenir une ou deux bonnes pratiques et un ou deux pièges qu'il faut absolument éviter, ce serait quoi de manière très concrète? Oui, alors peut-être que le premier piège, c'est de considérer que parce qu'on est impact, on va avoir des investisseurs plus conciliants et plus tolérants que pour les autres startups. C'est absolument pas vrai. Ils vont rechercher les mêmes indicateurs de succès, les mêmes indicateurs financiers, la même perspective de croissance, la même taille de marché. C'est-à-dire juste que vous allez avoir cette cerise sur le gâteau en plus qui est importante à leurs yeux. Hein. Ce n'est pas qu'une petite cerise, mais que c'est le fait que vous êtes impact. Donc ça, c'est vraiment le premier piège. Le deuxième piège, c'est de considérer qu'on est impact par nature, donc on n'a pas besoin de présenter des indicateurs d'impact, ou en tout cas d'avoir tenté de montrer qu'on est capable de chiffrer et de mesurer son impact par certains indicateurs. Évidemment, quand vous êtes jeune, c'est un peu plus compliqué, mais de montrer que vous avez déjà eu une réflexion là-dessus et que vous ne considérez pas que parce que vous avez à vous adresser un sujet, vous êtes à impact, vous pouvez vous priver de regarder ces sujets d'indicateurs. Donc, c'est des choses qui doivent aujourd'hui transpirer dans votre présentation. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les deux pièges auxquels il ne faut pas, au contraire, enfin, dans lesquels il ne faut pas rentrer. C'était les deux pièges. Et les deux, c'était quoi d'autre, Kevin? Bon, les deux bonnes pratiques à retenir, une ou deux, s'il y en a vraiment qu'il faut absolument avoir en tête. Oui. Peut-être une bonne pratique, c'est un peu celle que j'évoquais tout à l'heure, qui était pareil quand on a une startup foodtech impact, ne pas uniquement aller voir, et c'est le rôle du leveur de fonds, ne pas uniquement aller voir des investisseurs qui sont uniquement spécialisés sur ces sujets-là. On a un pléthore d'investisseurs généralistes qui vont beaucoup aimer vos sujets, sous réserve que vous avez de la croissance, de la perspective, un marché. Donc, ne surtout pas s'arrêter aux investisseurs spécialisés. Ce serait une erreur et ce serait beaucoup trop restrictif, puisque comme le disait dans le dernier webinaire Didier Bernard, il faut en moyenne une quarantaine, cinquantaine d'investisseurs à contacter pour réussir sa levée de fonds. Donc, on ne peut pas se concentrer uniquement sur les investisseurs spécialisés et c'est notre rôle d'aller panacher du coup les différents investisseurs dans le ciblage et les prises de contact. Ça marche. Alors, on a une première question. On prend 2-3 minutes pour faire une ou deux questions. Quels sont les véhicules d'investissement les plus utilisés pour les levées de fonds en foodtech? Nous demande Théodore. Alors, c'est une bonne question. Alors, il s'avère aujourd'hui que, de par l'historique, c'est aujourd'hui beaucoup les VC, donc les venture capitalistes, qui sont les plus présents sur ces sujets-là et qui ont d'ailleurs le plus d'avance sur cette spécialisation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de la polarisation amont et aval. C'est quelque chose qu'on retrouve surtout chez les VC, puisque c'est eux qui ont le plus d'ancienneté, d'historique et de pratique, et du coup d'échecs d'investissement ou de succès. Donc, c'est eux qui sont les plus avancés. Donc, c'est eux qui, je dirais, en volume et en valeur, investissent le plus sur ces sujets-là. Néanmoins, comme je vous le disais, si on doit parler en tendance, de plus en plus les club deals ou les réseaux de business angels commencent à regarder ces sujets et souhaitent non seulement se professionnaliser, comme je vous le disais, mais également se spécialiser, puisqu'ils se rendent compte qu'ils sont meilleurs, ils ont moins de temps parfois d'instruction que les autres, et donc ils préfèrent regarder
des sujets sur lesquels ils vont commencer à capitaliser de l'information, de la connaissance. Et donc, c'est des typologies d'investisseurs qui vont de plus en plus être spécialisés. Et pour répondre à la question de manière concrète, c'est surtout les VC aujourd'hui qui ont le marché de l'investissement dans les food tech et dans l'impact. Ok. Alors, c'est pas une question. François, qui a raté le début, nous demande si tu peux représenter rapidement Mabé. Oui, donc je ne vais pas forcément repartir sur les slides, mais Mabé Finance, du coup, c'est un cabinet de levée de fonds spécialisé dans le monde de l'impact. Donc, nous n'accompagnons que des dirigeants et des dirigeantes de start-up à impact dans leur processus de levée de fonds ou de cession. Donc, nous accompagnons des sociétés qui vont lever les fonds en général à partir d'1 million d'euros. On peut toujours discuter sur des levées de fonds précédentes, mais je dirais que le cœur de notre métier, c'est entre 1 et 10 millions d'euros de levée de fonds, et auprès d'investisseurs très diversifiés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur ce panachage. On va être en contact aujourd'hui avec ces fameux club deals, les réseaux de business angels, les VC de la place, qu'ils soient spécialisés ou généralistes, impact, régionaux, deep tech, et puis de plus en plus des gens qui ne sont pas forcément dans le radar, qui sont les family office ou les corporate ventures, qui ne sont pas forcément des gens faciles d'accès. Et c'est également voilà, cette vertu-là qu'on apporte aux entrepreneurs qu'on accompagne, c'est cette facilité d'accès à des gens qui n'ont pas forcément pignon sur eux. Une autre question. Alors, le coût associé à un leveur de fonds, et à quel moment? Quel est le bon timing pour solliciter un leveur de fonds? Très bonne question, et ça me permet de parler un peu plus du modèle d'accompagnement de Mabé Finance. Le modèle qu'on met le plus souvent en œuvre et sur lequel on accompagne le plus les entrepreneurs aujourd'hui, c'est un modèle où on vient toquer à notre porte 6 à 9 mois avant la levée de fonds. Pourquoi? Puisqu'en général, on a ce modèle où on va avoir toute une phase de préparation en amont, où on va aller travailler avec l'entrepreneur sur la stratégie de levée, combien il faut lever, est-ce qu'on lève en une fois ce montant, avec qui on veut lever, dans quel timing, au vu du contexte actuel. Ensuite, tout cela s'imbrique dans un cadre d'un business plan et d'un deck de présentation qui n'est que la matérialisation de notre stratégie de levée et de notre business plan. Donc tout ce travail-là, on le pilote en collaboration avec les entrepreneurs. Ensuite, il y a vraiment la phase de ciblage. On cible les bons investisseurs, les investisseurs pertinents, et c'est nous qui prenons en notre charge l'organisation des rendez-vous, surtout les relances. On ne s'en rend pas compte, mais les investisseurs sont des gens qui veulent être relancés systématiquement. Donc tout ce travail-là de back-office, je dirais, on le prend en charge. On prépare les investisseurs au rendez-vous, on les coach. C'est les investisseurs, par contre, qui vendent leur société, et c'est les entrepreneurs dans lesquels vont investir les investisseurs. Donc on laisse la part belle aux entrepreneurs, et ensuite on anime, on négocie, on anime les avocats, tout cela jusqu'au closing. Donc c'est vraiment un accompagnement, je dirais, de A à Z qu'on propose. Et sur notre modèle de rémunération, puisque c'était une des questions pour être concret, donc en jouant ce rôle de bras droit sur toute la durée de la levée de fonds pour vous permettre de vous focaliser sur votre business entièrement et ne pas faire dérailler votre BP au moment où il faut arriver au closing, à la levée de fonds en elle-même. Il y a un montant fixe, en général, qui est mis au départ de la collaboration, et un montant, plutôt une rémunération au pourcentage au succès de la levée de fonds, donc sur le montant de la levée de fonds. Il faut savoir qu'on est aligné sur le risque avec les entrepreneurs, puisque l'essentiel de la rémunération qu'on perçoit est basé sur ce pourcentage du montant de la levée de fonds. Et donc, pour être plus concret, c'est très difficile de vous donner un montant aujourd'hui, puisque ça va dépendre de la taille de votre levée de fonds. Mais en général, c'est un montant fixe qui va être à partir de 10 000 euros. Et sur le pourcentage du montant de la levée de fonds qui sera perçu en cas de succès, uniquement en cas de succès, c'est entre, je dirais, en moyenne à 5-6% de la levée de fonds. Évidemment, ça peut être un peu plus quand la société est très jeune, un peu moins quand la société lève beaucoup de fonds. Mais voilà à peu près sur des pourcentages que vous pouvez voir. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le Gallium Project, qui a fait un très beau white paper, un très beau livre blanc, pardon, on va arrêter les anglicismes, sur le sujet de la levée de fonds, et qui va vous donner justement quelques fourchettes auxquelles vous attendre quand vous travaillez avec un leveur de fonds. Ça marche. Une question, comment se passe une levée de fonds pour une entreprise située à l'étranger, en Afrique en l'occurrence? Oui, alors ça c'est un point important. Alors, effectivement, il y a quelques sociétés étrangères, en tout cas basées à l'étranger, qui parfois nous sollicitent parce qu'il y a une très forte velléité de développement en France, et que avoir des investisseurs français
peut être pertinent. Ça peut être, je dirais, que dans ce cadre-là où les investisseurs qui sont en général plutôt français vont être intéressés par un investissement dans une société de ce type-là. Néanmoins, il y a certaines conditions. Il faut que la société ait déjà un certain niveau de maturité, qu'elle ait déjà réussi à avoir une vraie empreinte business sur sa zone, sur son territoire d'origine, pour voir la France comme un vrai point d'entrée en Europe. Et ce n'est qu'à ce titre-là que les investisseurs vont vraiment, français, que les investisseurs français vont être intéressés d'investir dans la société. Sinon, c'est vrai que vous savez, les investisseurs sont des gens qui vont être très proches des sociétés dans lesquelles ils investissent. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez attentifs à l'éloignement géographique. Néanmoins, comme je vous disais, pour certains, donc ça va être plutôt des investisseurs plutôt late stage qui vont regarder les investissements dans ces sujets-là. Sinon, c'est vrai que sur les investisseurs plutôt early stage, c'est plutôt des sujets sur lesquels ils vont être frileux, sauf quand c'est leur thèse. Mais en général, c'est des thèses internationales plutôt de sociétés françaises qui vont avoir un impact à l'international. Donc, par exemple, sur des sujets d'énergie ou des sujets d'eau, pour à destination des populations asiatiques, des populations africaines. On voit beaucoup ce genre d'entreprises qui se mettent en place. Les investisseurs vont regarder ces sujets-là, mais l'inverse, en général, voilà, ils sont un petit peu frileux là-dessus, modulo les conditions que je vous ai évoquées tout à l'heure. Okay. Quel rapport Mabé entretient-il avec les cabinets d'avocats des startups? Alors, c'est nos meilleurs amis. Alors, ça dépend, je vous donnerai une anecdote, mais en fait, on ne peut pas faire un deal aujourd'hui sans un avocat. Attention, un leveur de fonds n'est pas un avocat. Donc, on va avoir des notions juridiques. Évidemment, on va pouvoir négocier des leviers juridiques, parce que c'est des sujets qui sont éminemment importants au moment du closing. Néanmoins, ce n'est pas nous qui allons rédiger le pacte d'associés, etc. Donc, c'est forcément des partenaires de la levée de fonds, qui vont arriver en général un peu plus tard, au moment où les choses commencent à se concrétiser. Mais c'est forcément des gens avec qui on travaille. Et notre rôle et la relation qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est un rôle d'animation. Les avocats sont des gens qui sont payés, et c'est important de l'avoir en tête, qui sont payés à l'heure, donc à la prestation. Ils ne sont pas au succès comme peuvent être les leveurs de fonds. Et comme vont être intéressés les entrepreneurs sur le succès de la levée de fonds. Donc, ça veut dire qu'il va avoir un rôle de leveur de fonds qui va devoir animer et surtout faire respecter le timing et surtout faire en sorte que les éléments juridiques qui sont intégrés dans les différents documents mis en œuvre par l'avocat et des éléments de négociation ne sont pas susceptibles de casser le deal. Et c'est déjà arrivé d'avoir des avocats parfois un peu zélés qui veulent justifier parfois leur rémunération, ce qu'on peut comprendre, mais qui vont parfois un peu trop loin dans les éléments juridiques qui sont négociés. Et donc là, le rôle du leveur de fonds, c'est de tempérer ça pour faire en sorte que l'objectif ultime pour l'entrepreneur, qui est la levée de fonds, soit atteint. Et donc, c'est notre rôle de les animer, de comprendre où ils veulent en venir et de faire le tampon entre l'entrepreneur et l'avocat pour atteindre l'objectif ultime qui est la réussite de la levée de fonds. Je propose qu'on prenne une dernière question. On en a une dernière. Est-ce qu'il faut nécessairement que le produit soit en vente pour se rapprocher d'un investisseur, ou est-ce que le simple fait d'avoir fait des tests peut être suffisant? Alors, tout dépend si vous êtes, comme je vous le disais, en amont ou en aval, et si vous êtes B2B ou B2C. Donc, déjà, première chose, si vous êtes en B2B, voilà, si vous êtes sur une technologie de rupture, une vraie technologie innovante, vous allez avoir des investisseurs qui vont être intéressés si vous en êtes qu'au stade d'essai concluant à un niveau TRL 5, 4, 5, 4, 5, 6, sans forcément être aujourd'hui avec un vrai chiffre d'affaires, etc. Mais si vous avez une preuve de concept et un prototype, preuve de concept qui ont été validés, ça peut déjà intéresser à ce niveau-là des investisseurs qui vont être potentiellement, évidemment, vos amis, votre famille, des business angels, mais également des investisseurs VC qu'on appelle deep tech, qui vont être intéressés par ces sujets-là. Pour le reste, et notamment sur les sujets B2C retail, ça ne suffira pas à ce stade-là. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, les investisseurs il y a moins de capital aujourd'hui, il y a moins d'argent, vous l'avez compris, je pense tous dans l'investissement venture. Et donc, les investisseurs sont plus précautionneux qu'avant sur leurs investissements, sachant qu'ils doivent déjà eux-mêmes parfois
refinancer des investisseurs des investissements de leur portefeuille, donc des sociétés qui ont eu parfois quelques difficultés dans le contexte actuel. Et donc, ils sont d'autant plus précautionneux dans le cadre d'investissements nouveaux. Et donc, on a assisté à un décalage vers plus je dirais de garanties demandées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, là où des VC parfois étaient, je dirais, moins regardants sur la notion de premier chiffre d'affaires, de premier millier d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quasiment une obligation, notamment quand on est dans le B2C, où là, on va demander déjà quasiment au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires, déjà un nombre de clients fidélisés, etc., dans la partie B2C. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne recommanderais pas d'aller chercher des investisseurs de type VC, voire parfois Club Deal, quand on n'a pas réussi à faire encore un peu de chiffre d'affaires, quand on est une startup B2C. Et donc, aller chercher d'autres typologies de financement, business angel individuel, amis, famille, non dilutif, donc dette, etc., afin de réussir à vraiment réaliser ces premiers chiffres d'affaires. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais il y a une vraie différence entre si vous êtes B2B, B2C, et si vous êtes amont et aval, on va être plus, je dirais, relax sur le sujet du chiffre d'affaires, parce qu'il y a une technologie de rupture quand on est en B2B et en amont. On le sera un peu moins quand on sera en aval et en B2C. Très bien, très clair. Merci beaucoup, Émir, pour ton éclairage. Merci à tous pour votre participation. Pour info, vous recevrez le replay dans la foulée du webinaire. Vous retrouverez les coordonnées d'Émir Berkane, donc n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de prolonger un petit peu l'échange. Moi, je vous dis à très bientôt et puis merci encore, Émir. Merci à toi, Kevin. Merci à tous. Effectivement, n'hésitez pas à me contacter pour tous vos besoins de financement. Merci encore à tous. Au revoir. Merci, à bientôt.